Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une étape très importante dans la transformation des plantes médicinales, c'est le séchage. En effet, pour pouvoir utiliser les plantes tout au long de l'année, il est souvent nécessaire de les sécher et pour cela, on a diverses options qui s'offrent à nous. On va voir aujourd'hui en détail dans cette vidéo toutes les options qui sont disponibles afin de déterminer celle qui sera la plus adaptée à votre usage au quotidien. Je m'appelle Frédéric, je suis cueilleur de plantes sauvages et animateur et j'ai décidé de passer derrière la caméra pour vous transmettre ma passion des plantes médicinales et vous apprendre pas à pas à les utiliser au quotidien. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir concrètement les différentes techniques de séchage, il va falloir déterminer pourquoi on a besoin de sécher les plantes. En effet, lorsqu'on prend les plantes et qu'on les prélève à l'état frais, que ce soit dans les jardins ou en nature, on n'a pas forcément besoin de les transformer, donc de les sécher, puisqu'on peut les utiliser telles quelles en tisane, en sirop, en baume, etc. On va devoir les sécher uniquement si on veut les utiliser à la période où elles ne sont plus disponibles. Souvent, c'est pendant l'automne ou l'hiver. Dans certains endroits du monde, comme par exemple l'Amazonie, et les endroits où il fait très humide, les plantes elles ne seront pas séchées parce que tout simplement on ne peut pas les sécher, et donc on va les utiliser telles quelles au fur et à mesure de l'année. Nous, ce n'est pas notre cas, les plantes elles vont disparaître à un certain moment, donc on va devoir les sécher. On se retrouve maintenant dans mon séchoir pour vous présenter un petit peu les différentes techniques de séchage. On va aller des plus simples aux plus complexes globalement. Donc on peut commencer avec quelque chose qu'il n'y a pas actuellement parce que la saison de cueillette n'est pas encore vraiment commencée. On est fin mars, donc on n'a pas encore tout lancé. Une technique très simple, c'est de faire en bouquet. Donc vous avez l'image juste à votre gauche. Simplement de faire des bouquets de plantes, donc ça c'est des choses qui marchent très bien par exemple avec la verveine, c'est une plante, donc la verveine citronnée je précise. En fait on va faire un bouquet pas trop serré non plus, d'une vingtaine de tiges, et on va les suspendre en fait simplement ici avec une petite cordelette. On va les suspendre en mettant autour un drap un peu comme ce type de drap là, pour les préserver de la poussière et puis des insectes. Et on va laisser sécher comme ça dans une pièce ventilée un peu chaude et on va les laisser sécher le temps nécessaire. On va les bouger au fur et à mesure des jours, on va les secouer un petit peu pour qu'il y ait de l'air qui circule quand même. On va faire attention à ce que ça ne reste pas trop humide et à ce que ça ne moisisse pas dedans. Et au fur et à mesure du temps, donc les plantes vont sécher globalement en 3-4 jours, ça devrait être bon en fonction de l'endroit dans lequel vous séchez. Ensuite, donc on a tout ce qui est présenté devant nous hein, avec les différentes clés de séchage. Donc les clés, c'est tout simple, en fait, c'est simplement des morceaux de bois. Là, on a du laurier qui sèche. Donc si on prend une clé, hop, on va se rendre compte juste là que c'est simplement des tasseaux de bois qui sont fixés hop, juste ici avec une équerre. Et donc simplement 4 tasseaux de bois qui sont fixés avec une équerre. Moi c'est des clés qui font 70 par 70 parce qu'elles sont adaptées au séchoir. Et donc là il y en a une trentaine. Mais voilà, vous pouvez vous fabriquer des choses assez simples. On parlera après du matériel utilisé. Moi j'ai du grillage type garde-manger. On parlera un peu de ça dans la prochaine partie. Donc ça c'est des clés assez simples. Vous avez aussi l'option des toiles. Donc les toiles comme vous pouvez avoir en haut. Hop, juste ici. Tac. Ça c'est des draps donc, qui laissent aussi passer facilement l'air. Donc vous pouvez facilement sécher dessus. Les clés, donc il y a différents matériaux utilisés, hein, on verra après. Vous avez également tout ce qui est plateau, donc des plateaux bois, des choses comme ça par exemple. Donc ça, vous pouvez facilement sécher dessus. Suffit de placer vos plantes. Si vous avez un plateau un peu tressé comme ça avec de l'aération, c'est encore mieux, ça permet à l'air de circuler facilement. Et puis vous avez juste à entreposer les plantes donc, dans un endroit à l'abri du soleil. Dans un endroit qui est ventilé et puis qui est relativement chaud sans trop l'être. On va voir les températures de séchage après. Ensuite, on va avoir tout ce qui est séchoir solaire. Donc là, je vais vous mettre un schéma sur le côté et je vous mettrai aussi éventuellement des schémas de fabrication dans la description. J'avais essayé la technique du séchoir solaire il y a quelques temps de ça. Je l'ai revendu simplement parce que dans ma zone, c'est un peu trop humide. Donc le séchoir solaire, c'est vraiment pas trop adapté. Du coup, le principe est assez simple. En fait, on va avoir un capteur donc avec une vitre qui est penchée avec un certain angle en fonction du soleil. On va devoir donc tourner ce capteur
au fur et à mesure de la journée en direction du soleil. Donc ce capteur, c'est une vitre avec une sorte de boîte en bois qui est peinte en noir à l'intérieur. Le soleil va passer, donc les rayons de soleil vont passer à travers la vitre, vont se répercuter contre la couleur noire et vont circuler donc vers le haut. Et donc ça va nous rapporter un air chaud qui va monter dans une armoire de séchage dans lequel vont être disposées différentes claies. L'air chaud va monter, va passer à travers les claies et donc va sécher au fur et à mesure les plantes. De chaque côté du séchoir, on peut avoir également un système de ventilation pour éviter qu'il fasse trop chaud dedans. Et donc au fur et à mesure, on va pouvoir sécher facilement, que ce soit des herbes aromatiques ou des légumes, des fruits, etc. Des choses qui marchent très bien en Afrique. Moi, le modèle que j'avais, c'était un modèle justement qui était utilisé en Afrique, au Sénégal, mais qui est un peu moins adapté en fonction des endroits où vous allez vivre. Donc si c'est un peu trop humide par chez vous, vous allez avoir des risques de moisissure sur beaucoup de plantes, ou en tout cas sur les fruits et légumes. Sur les plantes, ça peut marcher un peu mieux. Mais c'est quand même difficile à utiliser au quotidien dans le sens où vous allez vraiment devoir être aux côtés du séchoir. Vous n'allez pas pouvoir partir, moi de mon côté c'était partir en cueillette, c'était un peu compliqué parce que j'étais obligé de tourner le séchoir tout le temps pour que ça suive la course du soleil. Donc vous avez toujours la possibilité éventuellement d'agencer quelque chose pour que ça suive une rotation au fur et à mesure de la journée. Donc ça c'est un peu de bricole, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut penser. Et là-bas, en Afrique, souvent les gens se relaient pour tourner le séchoir, donc c'est pas gênant. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut penser. Une autre option que vous avez à votre disposition, c'est les déshydratateurs alimentaires. Il y en a de plus en plus sur le marché, ils sont de plus en plus accessibles. Là, celui-ci, c'est un modèle qui n'est pas très cher et qui est assez efficace. Le souci, c'est que c'est du plastique, donc les plantes, elles vont être au contact du plastique, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Donc c'est tout simple, en fait, ça fonctionne à l'électricité, ça consomme pas énormément, donc ça sera à vous renseigner en fonction du modèle pour faire attention à ce que ça ne vous coûte pas trop cher. En règle générale, moi je l'ai fait tourner sur heure creuse, ça me coûte moins cher en électricité. Et donc vous avez simplement la température que vous allez pouvoir régler et le temps de séchage. Donc ça dépend des modèles, celui-ci il est réglable jusqu'à 40 degrés et ça va jusqu'à 70 degrés, donc vous ne dépassez pas les 40 pour les plantes médicinales. En règle générale, ce sera plus simple. Si vous pouvez aller à 30, c'est beaucoup mieux, donc là c'est pareil, c'est des plages thermiques qu'il faudra vérifier sur votre séchoir. Et puis après, vous lancez ça, donc ça fait un petit peu de bruit, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte. Mais voilà, ça vous permet de sécher en fonction du type de séchoir que vous avez. Il y en a des plus ou moins gros, ça permet de sécher de plus ou moins grande quantité. Donc voilà, c'est une option qui est assez bien, qui est envisageable pour vous. Ça nécessite l'achat d'un petit matériel supplémentaire, mais voilà, c'est pas très compliqué. Après le déshydrateur alimentaire, vous allez également avoir les fours. Donc là, c'est pas très compliqué non plus. En fait, il suffit d'allumer son four et de le placer aux alentours de 30-40 degrés, en fonction de là où peut aller votre four. Et donc la plante va se sécher au fur et à mesure du temps de cuisson. Donc vous allez placer vos plantes sur des grilles dans le four et vous allez devoir contrôler au fur et à mesure du temps la température et l'état de vos plantes. Alors il peut y avoir des avantages à faire ça parce que vous avez pour beaucoup un four à la maison, donc ça vous évite d'acheter du matériel supplémentaire. Le souci, c'est que j'ai tendance à dire que ça cuit les plantes, ça va trop vite en température et la tenue n'est pas optimale. Donc moi, c'est pas forcément quelque chose que je recommande pour sécher les plantes, quitte à utiliser quelque chose que vous avez tous à la maison, c'est de prendre des plateaux et puis de les faire sécher à l'air libre au fur et à mesure. Ce sera beaucoup plus simple. Une technique qui n'est pas forcément habituelle, c'est d'utiliser sa voiture pour sécher les plantes médicinales. C'est pas très compliqué. Ça part du principe qu'avec les vitres, vous allez pouvoir placer vos plantes sur la plage arrière par exemple ou sur des plateaux que vous placez dessus. Et donc le soleil va taper à travers la vitre et va sécher au fur et à mesure vos plantes médicinales. Bon, d'une part, la plante, elle va prendre le soleil en pleine tête et ensuite elle va prendre tout l'habitacle de la voiture. Donc elle va se charger de toutes les bonnes odeurs, de tous les plastiques qui peuvent être éventuellement en suspension dans l'air, etc. Donc je vous déconseille ce genre d'utilisation. Pour moi, c'est pas très respectueux de la plante, c'est pas très respectueux de votre santé non plus parce que vous allez en prendre plein la tête et plein le ventre quand vous allez boire vos plantes ou vos préparations que vous allez fabriquer avec les plantes séchées. Donc les voitures, pourquoi pas, mais moi je déconseille. Ensuite, on va avoir les systèmes de séchoir par déshumidificateur. Donc c'est ce genre d'outillage. Vous voyez la marque Trotec. Je ne touche rien dessus, mais voilà, c'est ceux que j'utilise. Il y en a beaucoup qui utilisent cette marque-là, ils sont assez bien.
Donc le déshumidificateur, c'est tout bête, en fait c'est ce qu'on utilise pour les caves, pour le linge. En fait ça va capter l'humidité ambiante et donc ça va stocker ça dans une cuve qui est à l'arrière. Hop, juste là. Voilà. Et du coup moi je l'utilise pourquoi? Simplement pour avoir une hygrométrie contrôlée dans le séchoir. Donc là c'est une technique un peu plus avancée on va dire, parce que ça permet de vraiment contrôler ce qu'on fait avec les plantes. Et ça on en parlera un petit peu plus en détail dans la partie règles de séchage. Mais c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire au bout d'un moment, quand on veut transformer des plantes en plus grosse quantité on va dire, parce qu'on peut toujours avoir des problèmes d'humidité. Et c'est difficile à gérer quand on a un séchoir on va dire familial assez basique. Comme précisé dans le début de partie, on va voir un petit détail sur les clés. Ça va être les matériaux utilisés pour les fabriquer et les différentes toiles qu'on peut utiliser pour entreposer des plantes. Les plus anciennes étaient souvent fabriquées avec du tissu. C'est des choses qu'on peut voir dans des anciens séchoirs, notamment celui de Milly-la-Forêt au Conservatoire des plantes de CNPMAI. Il y a un musée dans lequel il y a un grand séchoir avec des clés avec du tissu. C'était des toiles en lin ou en coton. Alors c'est assez intéressant parce que c'est pas très cher. Le seul souci c'est que ça donne une mauvaise circulation de l'air. Donc les plantes vont pas pouvoir être suffisamment séchées correctement. Simplement parce que les mailles sont trop fines sur du tissu. Donc c'est naturel, c'est pas cher. Mais le souci c'est que c'est une durée de vie assez courte. Ça peut moisir avec l'humidité, des choses comme ça. Et puis c'est difficile de sécher avec parce que la circulation de l'air est pas optimale. Ensuite on a l'inox alimentaire. Moi c'est le choix que j'ai fait. Donc c'est des grillages à garde-manger qu'on appelle ça aussi, ou des moustiquaires en inox alimentaire. Ça a une longue durée de vie, c'est facile d'entretien. En fonction du maillage, moi c'est du maillage de 1 mm, ça va avoir une bonne circulation de l'air. Le seul souci c'est que ça peut être relativement cher, donc ça sera à renseigner en fonction de l'endroit où vous habitez, des matériaux que vous pouvez avoir. Mais voilà, c'est une bonne solution pour utiliser sur des clés, c'est ce que je recommande souvent. À côté de ça vous avez le plastique, donc des moustiquaires plastiques, c'est pareil. Donc là c'est assez facile d'entretien, limite plus facile d'entretien que l'inox alimentaire, parce que ça se nettoie assez facilement. Si vous avez des traces par exemple de jus de bêtes sureau, des choses comme ça se nettoie plus facilement. C'est pareil, ça a une bonne circulation de l'air, mais je ne suis pas super fan parce qu'on place les plantes au contact de plastique et donc on peut toujours retrouver éventuellement des morceaux de plastique très très fins dans les plantes, et de manière générale je ne suis pas forcément pour l'utilisation à outrance du plastique. En dernier lieu, on a tout ce qui est clés en bois, donc ça c'est des clés, par exemple des clés à pruneaux. C'est des choses qu'on peut trouver assez facilement dans certaines régions, dans les brocantes et dans les ventes comme ça, chez les antiquaires. Le seul souci, c'est que c'est une circulation de l'air assez aléatoire en fonction de comment sont tressées les clés. Par contre, c'est très naturel, c'est écologique. On peut faire de la récupération et donc ça peut être assez pratique si vous avez ça même dans la famille que vous pouvez récupérer. Ça peut vous servir à étendre les plantes. C'est pas nécessaire d'avoir des outillages trop complexes dans un premier temps. Voilà pour les différents matériaux utilisés. Donc là on se retrouve devant une sonde qui est liée au séchoir dans lequel je suis. On peut voir différents détails. Bon, en haut l'heure ça nous intéresse pas trop, mais on va avoir la température et en dessous le pourcentage d'humidité. La température c'est un point clé, et il y a des plantes qui vont nécessiter des températures un peu plus précises, mais globalement on va toujours sécher aux alentours des 25 à 30 degrés. Je monte rarement au-dessus, c'est les autres modèles de séchoir, donc que ce soit le déshydrateur alimentaire ou le four, montent au-dessus. C'est pareil pour les voitures, donc c'est pour ça que je les déconseille en règle générale, en tout cas pour les plantes assez fragiles. Mais globalement, ouais, on va tourner autour des 25 à 30 degrés, en évitant de dépasser les 40 degrés. Pour le taux d'humidité, là c'est pareil, on va être toujours autour de 30 à 40%. Donc pour ça on peut utiliser des blocs de déshumidification, comme je vous montre sur la photo là sur le côté, ou sinon on peut utiliser la technique du coton plus sel, qui marche globalement à peu près, mais pour des petites surfaces. Je vous présente ça juste après. Là, ce que je fais de mon côté, c'est que j'utilise le déshumidificateur que vous avez vu juste avant, hop, juste là. Et donc lui, ça me permet d'avoir une humidité que je gère simplement, hop, ici avec le bouton humidité.
je vais gérer le taux d'humidité que je veux dans la pièce et ça va me gérer ça au fur et à mesure de la journée. Bon, il fait pas mal de bruit donc je vais le couper. Hop. Ensuite, une autre règle que j'ai évoquée un petit peu quand on parlait des bouquets, c'est éviter les contacts directs avec le soleil. Je sais pas, vous avez peut-être déjà vu des reportages où vous voyez des épices qui sont étendues à même le sol. Le souci de ça, en fait, c'est que le soleil va faire monter en température un peu vite et ça va déjà photo-oxyder les plantes et ça va donc les dégrader un petit peu. Et puis lorsqu'on va monter trop en température, on peut toujours aussi avoir des soucis de perte d'huile essentielle lorsque la plante en contient, parce que les huiles essentielles sont volatiles. Donc ça, c'est quelque chose à éviter. Une chose qui peut vous arriver, c'est des problèmes d'insectes, surtout quand vous allez récolter en sauvage. Donc ce que vous pouvez faire, c'est simplement congeler les plantes. Pour ça, c'est pas plus compliqué. Une fois que les plantes sont sèches, vous les mettez dans des sacs de congélation. Vous allez les passer au congélateur 24 heures et après vous les sortez du congélateur, vous les laissez dégeler tranquillement à l'air libre. Après, il vous faudra vous renseigner sur chaque plante, donc je vous mettrai des détails dans la description pour voir les différents détails donc au niveau de l'hygrométrie et au niveau de la température à utiliser et à avoir pour chaque plante. Alors juste avant, je vous parlais des moyens pour supprimer un petit peu d'humidité dans vos pièces. Donc vous avez les blocs d'humidité classiques qui permettent de supprimer un peu d'humidité ambiante. C'est pas aussi efficace qu'un déshumidificateur, certes, mais ça pourra faire un peu de travail dans vos pièces. Et si vous voulez des choses qui sont vraiment faites 100% récup, vous avez ce genre de choses. Donc là, c'est simplement une bouteille qui est coupée en deux. Donc on va avoir le goulot qui est avec une gaze qui est fixé par un élastique. Je vous mettrai la recette juste sur le côté. On a mis du gros sel juste au-dessus. Et dedans, en fait, ce sont des cotons avec de l'huile essentielle de lavande. Donc ça fonctionne simplement en captant l'humidité et en la faisant descendre dans les cotons. Donc c'est quelque chose qui est assez simple. Vous pouvez en faire plusieurs et les mettre dans votre pièce. Moi de mon côté, j'ai fait des essais, donc c'est assez intéressant, mais ça fonctionne vraiment sur les petits volumes. C'est pareil pour les plantes qu'on a juste à côté, là, les Tillandsia, les filles de l'air. C'est des plantes qui sont recommandées souvent, on les place dans les salles de bain ou les choses comme ça parce que ça capte l'humidité ambiante. C'est pas un travail de fou, hein, c'est un travail qui est à leur échelle, qui est remarquable, mais qui ne vaudra toujours pas le travail d'un déshumidificateur. Donc ce sera à vous de voir, mais c'est toujours intéressant d'avoir des petites astuces en plus et ça vous fait découvrir de nouvelles plantes en même temps. Voilà pour la partie règles de séchage. Dans cette nouvelle partie, on va voir tout ce qui est conditionnement et séchage pour voir les contenants qui existent, choisir ceux qui vous correspondent le mieux et voir où placer vos plantes et combien de temps les conserver. Donc on va commencer avec des choses assez simples, c'est des contenants en verre, donc des types de contenants qu'on trouve pour les pots à épices, sous ce format-là ou c'est des formats type pot Ducros on va dire. Le souci de ces contenants-là, en fait, c'est le verre qui n'est pas teinté. Donc, s'il y a une exposition au soleil, c'est pas forcément idéal parce que la plante va se dégrader au contact de la lumière artificielle ou solaire. Donc, voilà, ce sera placé à l'abri de la lumière ou d'avoir des flacons en verre mais qui soient teintés pour le coup. Donc, c'est pas très très cher, ça peut se récupérer assez facilement. Le souci, c'est que voilà, ça peut être un peu fragile, surtout quand on va sur des gros volumes. Et puis surtout ça peut être un peu lourd si justement on va sur ces volumes-là. Donc ça c'est intéressant pour les épices ou pour des petits volumes, mais garde à l'idée qu'il faudra bien les garder à l'abri de la lumière. Après ce type de flaconnage, on a des flaconnages un peu plus anciens. Donc ça va être des pots comme ça en porcelaine. Donc voilà, c'est des pots qui sont assez intéressants, mais c'est pareil, c'est un peu plus fragile aussi, et puis c'est moins courant d'en trouver au quotidien. Donc, si vous en avez, tant mieux, utilisez-les, hein, c'est toujours intéressant. Mais voilà, c'est des choses qui sont moins accessibles de nos jours. Donc faudra un peu fouiller et chiner pour en retrouver. Ensuite, vous allez avoir des choses assez basiques, donc ça va être les sachets Kraft de ce type-là. Donc ils peuvent être recyclés, c'est ça qui est intéressant. Donc vous avez l'option sans fenêtre ou l'option avec fenêtre comme celle-ci, des fenêtres plus ou moins grosses. Je pense que vous connaissez un petit peu. Donc souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les plantes en évidence devant celles qui sont plus jolies. À tort ou à raison, hein, ça peut être une raison commerciale et du coup le produit derrière n'est pas forcément top. Mais ça peut être simplement pour mettre en valeur le produit, donc ça c'est assez louable en soi.
Le souci, c'est que déjà c'est un contact plastique, donc ça fait une matière qui n'est pas forcément top. Et ensuite, vous allez avoir du plastique au contact de votre plante. Donc je préfère toujours utiliser la version sans fenêtre et sans plastique. Donc. Le souci aussi autre de ce genre de fenêtre, c'est qu'il va fournir une source d'entrée au soleil ou à la lumière artificielle qui va pouvoir dégrader vos plantes. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc si vous achetez des plantes qui sont avec des fenêtres, privilégiez toujours les plantes qui sont placées derrière, si possible, qui auront moins vu le soleil que les autres, ou la lumière artificielle. C'est une petite chose à savoir. Mais dans la globalité, privilégiez toujours les sachets sans fenêtre, pour les raisons que je viens de citer, donc éviter le plastique et puis éviter d'avoir des contacts directs avec la lumière artificielle ou non. Vous avez aussi l'option du craft en boîte. Donc là, c'est pas forcément 100% craft, mais vous avez des fûts en craft complet, donc avec un pelliculage ou non pareil à l'intérieur. Hop, donc là, on a des graines dedans. Hop, et vous voyez que c'est pas totalement 100% craft. Il y a une petite pellicule juste là. En général, c'est de l'aluminium. Et c'est ce qu'on va trouver également dans ce type de sachet. Les sachets, les sachets de thé en règle générale. Et en ouvrant ces sachets, vous allez avoir une petite pellicule ici, hop, qui est généralement en aluminium, c'est pareil. Donc là, c'est intéressant pour le thé. Ça permet de conserver assez bien le produit. C'est pareil, on trouve ça sur certains paquets de tisane aussi. C'est un emballage que je peux recommander. Bon, c'est des emballages qui sont assez petits, mais ça peut toujours être intéressant. Il y a un sachet zip qui vous permet d'avoir peu de contact avec l'air. Donc en fonction du produit, ça va être intéressant d'utiliser ce genre d'outillage. Idem pour les petits fûts, que ce soit des plus petits ou des plus gros. Ça peut toujours être intéressant, c'est relativement simple et joli également, hein, que vous pouvez avoir ça dans votre cuisine. Donc voilà, c'est des choses assez basiques, mais qui font bien le travail et puis qui sont opaques. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Également, on a des boîtes, donc c'est pareil pour le thé. Donc là, c'est des boîtes que vous connaissez, je pense le format, c'est des choses assez simples. Vous avez donc un couvercle avec une petite pellicule ici, vous avez, c'est du métal, hein. Vous avez ça qui est en contact sur le dessus pour fermer, et puis après vous allez avoir dedans là où les plantes, et donc pareil c'est un pelliculage aussi qui est à l'intérieur en métal. Donc c'est souvent utilisé pour le thé, donc là c'est le cas, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour les plantes également. Hop, et hop. En dernier lieu, vous allez également avoir pour le thé tout ce qui est boîte en bois de cerisier par exemple ou de pêcher. Ça va être très utilisé au Japon par exemple pour pouvoir donner un arôme au thé, pour pouvoir sublimer ses caractéristiques organoleptiques. En France, on commence à le faire aussi dans certains fûts de vin ou de cognac, des choses comme ça, pour pouvoir donner de l'arôme encore à la plante choisie, donc c'est souvent sur le thé. Nous, ça ne nous concernera pas forcément, mais voilà, sachez que ça existe. Pour vous, privilégiez toujours les sachets craft, ou alors éventuellement ce genre de sachets-là, qui sont pour le coup plus chers et moins facilement recyclables. Mais voilà, donc une base, c'est le sachet craft sans fenêtre. Vous allez trouver ça facilement, et puis ça a l'avantage d'être simple, pratique et relativement écologique, parce que ça peut être recyclé. Ensuite, au niveau du stockage, on va essayer de conserver nos plantes à l'abri de l'humidité. Donc, c'est-à-dire qu'on va les placer à peu près à 20 cm au-dessus du sol pour éviter l'humidité ambiante, et on va les placer dans des zones où c'est relativement sec, parce que une fois qu'elles sont séchées, déjà certaines plantes vont reprendre facilement de l'humidité. Je pense par exemple au bouillon blanc, et donc on va éviter de rajouter de l'humidité dans les plantes, c'est pas ce qu'on cherche. On va également les placer à l'abri de la lumière, donc dans des pièces qui sont relativement sombres. Donc on va placer les plantes par exemple dans des meubles d'apothicaire. C'est des choses qu'on trouve facilement aussi en médecine chinoise. Je vous mettrai un exemple sur le côté. Donc là, ça va être déjà placer les plantes dans les contenants que je vous ai indiqués pour éviter la lumière. Donc on va éviter par exemple de placer ces plantes de cette manière-là avec la fenêtre au milieu. Si on a des fenêtres, on les place plutôt dans l'autre sens pour éviter qu'elles aient le contact direct avec la lumière. Et dernier point, ça va être de placer les plantes à l'abri des écarts de température.
Donc on va généralement pas placer les plantes dans des pièces trop chaudes. C'est une température ambiante, hein, on est sur 20-30 degrés maximum. Et on va éviter donc les écarts de température de passer à des 10 degrés jusqu'à 40 degrés. Ça, c'est pas forcément top pour les plantes. Enfin, dernier point pour la conservation des plantes, ça va être tout ce qui est DLC et DLUO. Alors on va déjà faire une différence entre les deux. Les DLC, ce sont les dates limites de consommation. C'est la date à partir de laquelle le produit n'est plus consommable tel quel et devient dangereux pour la santé. A l'inverse, les DLUO, c'est une date limite d'utilisation optimale. C'est une date à partir de laquelle le produit perd de ses valeurs nutritionnelles et gustatives, aromatiques. Donc on va perdre en qualité, mais le produit est toujours consommable en l'état. Ce qu'on se sert sur les plantes médicinales, nous, c'est les DLUO, qui sont en règle générale de 2 à 3 ans. Ça dépend, c'est fixé par la personne qui produit les tisanes, mais en moyenne, c'est 2 ans. De mon côté, je mets une DLUO de 1 an parce que je considère que la plante, on l'utilise en sec une fois que la partie fraîche elle est partie. Donc on l'utilise jusqu'à temps qu'on retrouve la plante à l'état frais, donc l'année prochaine. Alors les DLUO, c'est par exemple quelque chose qu'il faut se méfier, notamment sur les poudres. Là vous voyez une DLUO jusqu'en 2023, à consommer de préférence avant fin 2023. Pourquoi? Parce que les poudres, déjà c'est quelque chose qui est beaucoup plus fin que les plantes qu'on trouve à l'état sec traditionnellement. Et donc plus c'est fin, plus ça va avoir de contact avec l'air, et donc plus ça peut s'oxyder et s'abîmer facilement. Le problème donc de ça, c'est la perte de qualité au fur et à mesure du temps. Et donc ça peut être de la perte de couleur, ça peut être de la perte de valeur nutritionnelle, ça peut être la perte de propriété aussi également. Les poudres en règle générale, c'est 6 mois d'utilisation. Donc là, ça ne veut pas dire qu'au bout de 6 mois, toutes les poudres elles sont à jeter. Ça veut dire qu'elles auront perdu une grande partie de leurs propriétés et de leurs arômes également. Donc il faut les consommer relativement vite. C'est pour ça que généralement on fait ces poudres soi-même à partir du produit brut. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Et une petite chose à savoir, c'est qu'au niveau des plantes, surtout au niveau des épices, il y a pas mal de trafic au niveau des DLUO. Un petit exemple, c'est que là, c'est écrit sur le sachet, sur le pot. Ce serait écrit sur le couvercle, c'est beaucoup plus facilement changeable. C'est une pratique qui se fait, il y a pas mal de choses à savoir sur le sujet. Je vous mettrai un livre dans la description à lire si ça vous intéresse. C'est pas forcément très drôle, mais ça permet de voir un peu ce qui se passe aussi dans la distribution. Donc si les DLUO sont indiqués sur la capsule par exemple, une capsule c'est très facilement changeable. Alors qu'un papier c'est beaucoup plus long à changer parce qu'il faut enlever le papier, il faut enlever la colle qu'il y a sur le flaconnage, il faut remettre un nouveau papier, donc c'est un peu long. Alors que si on met la DLUO uniquement sur le couvercle, et on a juste à ouvrir, enlever le couvercle, remettre un nouveau couvercle avec une nouvelle DLUO, et on a toujours le même produit, sauf qu'on a augmenté la date limite d'utilisation optimale, et donc on peut le vendre plus longtemps. C'est aussi pour ça que les DLUO sont longues, c'est parce que dans les magasins, si on a une DLUO de 6 mois, le produit il va être difficilement vendable parce qu'on va perdre beaucoup de stock. Donc c'est pour ça qu'on augmente aussi artificiellement les DLUO. C'est une chose qui est assez contrôlée, mais qui se fait assez facilement. Donc voilà, méfiez-vous des poudres, privilégiez de les faire vous-même, et méfiez-vous aussi des DLUO. Méfiez-vous de ça dans le sens qu'est-ce qu'a vécu la plante, à partir de quand elle a été cueillie, parfois c'est indiqué sur les paquets, et jusqu'à quand elle est indiquée qu'elle peut être utilisée. C'est quelque chose que vous allez vous rendre compte quand vous allez faire vous-même vos propres plantes à l'état sec et vos poudres. Vous allez vous rendre compte de la qualité des produits et de bout de combien de temps la plante n'est plus valable. Mais globalement, oui, ça reste à peu près 1 an d'utilisation maximum. Il y a des exceptions, il y a des plantes qui peuvent se garder plus longtemps. J'ai des plantes que j'ai depuis 2-3 ans et qui ont toujours la même saveur, la même odeur, et qui ont gardé aussi au niveau visuel des belles couleurs et puis qui se maintiennent bien. Donc là, ce sera vos sens qui vont parler pour vous. C'est quelque chose auquel il faut penser, c'est la vie de la plante globalement, de l'état frais à l'état sec, qu'est-ce qu'elle a vécu et combien de temps on peut la conserver. Donc ce sera à vous au fur et à mesure de vous faire des petits carnets pour savoir combien de temps vous pouvez conserver vos plantes. Et voilà ce qui termine la partie stockage et conditionnement des plantes médicinales. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire dans l'espace ci-dessous. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions vis-à-vis de ce qu'on a pu aborder, je vous répondrai avec plaisir.
De mon côté, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une vidéo qui traitera des fournisseurs de plantes médicinales. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans le milieu, il y a de diverses qualités, que ce soit en France ou ailleurs, et on fera le tri ensemble pour pouvoir dénicher avec vous la perle rare. Je vous donne rendez-vous donc le mois prochain. D'ici là, portez-vous bien.